Le temps, et oui, le temps passe. Donc on va quand même essayer de terminer avec quelques belles idées, une belle note, qui est l'idée de la culture classique. Je pense qu'hier soir, quand nous avons eu le concert merveilleux, avec à la fois des professionnels, avec des gens qui sont dans un processus d'apprentissage, et en fait, c'était vraiment émouvant. Et je pense que la plupart d'entre nous qui étaient là, et c'était dur de retenir leurs larmes, en fait. C'est une sorte d'avant-goût d'un monde qui pourrait être possible si nous nous battons, s'il n'y avait pas toutes ces horreurs aujourd'hui. Et sur la question de la nature de l'homme, et je voudrais faire en introduction, par rapport aux discussions qu'on peut avoir, c'est, si on regarde au monde aujourd'hui, c'est rempli d'horreur. Tout est dépravé, dégénéré. C'est la crise systémique, comme M. Forsoff vient de la décrire. Mais je pense qu'on ne doit pas se mélanger l'esprit sur ce qui est réellement le potentiel de l'humanité. Et pourquoi, même si on est dans un âge des ténèbres, je suis totalement convaincu que simplement, rien que le fait de penser au développement de l'espèce humaine, donc c'est fait sur un très court temps, en fait. Si on regarde l'histoire, en fait, de l'écriture, par exemple, c'est 200 générations, c'est comme hier. Et dans cette petite période de temps, le développement de la science et de la technologie a été impressionnant. La pierre qui était utilisée il y a des dizaines de milliers d'années pour tuer votre voisin, aujourd'hui, la même chose, avec la même taille, vous avez un téléphone qui a toutes les capacités d'un ordinateur. Vous pouvez faire des conférences internationales où que vous soyez. Vous êtes connecté, vous pouvez faire tout ce que vous faites, votre travail, où que vous soyez. Donc c'est une petite courte période. Imaginez, on est passé de la pierre à l'iPhone. Alors imaginez maintenant, dans 1000 ans, ce qui se passera. C'est comme aujourd'hui dire c'est complètement fou d'utiliser une pierre pour tuer son voisin. Alors parce qu'on a un iPhone dans la main, mais imaginez dans 1000 ans, quand les gens vont regarder, ils vont se marrer. Regardez en 2013, ils avaient un téléphone, ils pensaient que c'était révolutionnaire avec leur téléphone. Et ils vont regarder comme si c'était une pierre du préhistorique. Donc on ne doit pas être... on ne doit pas se limiter, en fait, par le présent, la condition présente de la civilisation. Mais avoir une idée que si on a ce développement industriel, technologique, dans ce projet de reprise économique mondiale, et si cela est combiné avec une éducation esthétique, comme Schiller, dont on a souvent parlé, pourquoi on ne serait pas capable justement de développer une civilisation de telle manière que dans le futur, les petits enfants, des fois ils aiment incontrôlables, donc il y a des petits monstres à un certain âge, ils vous donnent un petit coup de poing et après ils grandissent. Et moi, vision du futur de la civilisation, c'est qu'on doit se débarrasser de cette maladie infantile. Toutes les émotions qui vont liées à la mondialisation. Et imaginez si chaque enfant sur cette planète aurait une éducation universelle, qu'il y aura des parents qui seront concernés, justement par rapport au potentiel créatif de son enfant. Pourquoi cela ne serait pas possible? L'âge de la raison dont Schiller parlait déjà, ce n'est pas une utopie. Nous sommes dans une phase de transition. Si on arrive à changer de paradigme, si on a un futur pour la civilisation, où les gens auront leur identité qui sera une identité de scientifiques, de composeurs, de poètes, d'ingénieurs, de professeurs, de parents, mais
avec une identité totalement différente, totalement engagée pour le progrès de la civilisation dans son ensemble. Et ça, c'est la vraie identité de l'espèce humaine si on réussit à faire ce changement, si on arrive à faire que l'humanité aille dans l'espace. Je pense qu'on a une responsabilité énorme de faire que cette transition réussisse, pour que nous puissions laisser notre monde et que cette maladie infantile qu'est l'oligarchisme soit dépassée. Il n'y aura peut-être pas un autre Beethoven ou un autre Schiller, mais dans le royaume de la liberté, le degré de liberté, le royaume de la créativité est sans limite. Et je pense que doit avoir cette idée de l'humanité qui est réellement une espèce réellement créative. Alors que la majorité des gens ne seraient pas des esclaves, ils seraient des inventeurs. Et on se bat pour cela. Et je pense que l'art classique est la manière, en fait, pour développer cette idée. Et je voulais simplement donner la parole à Madame Banaoudi. OK, merci. So after you, I can shut up because it's you told already. Vous dites les choses vraies. Donc, Helga et Lyndon LaRouche m'ont donné l'opportunité de vous parler, d'ouvrir mon esprit, en fait, mon cœur. Ça pourrait avoir un bon effet sur vous si je dis quelque chose d'intéressant, mais ce sera aussi très utile pour moi parce que, pour être clair dans ma tête, ça m'aide. Je pensais cela les 2 derniers jours qu'on a passés ici, que la réalité de l'expérience humaine sur la planète Terre est incroyablement limitée en termes en espace, en temps, et tous les autres paramètres avec lesquels, sur lesquels la vie s'exprime en tant que concept. L'homme n'est pas simplement un être qui vit sur Terre. Il y a une part universelle, éternelle, une âme. Mais l'homme n'était pas c'est une fantaisie créatrice de l'univers. Et les créations momentanées de sa puissance d'invention. Sur les grands esprits de l'univers expérimentent à travers l'homme. Nous sommes l'éternité incarnée. Et ce moment, dans un matériel réel, se matérialise. Je peux imaginer que l'être humain, l'aventure humaine, occupe juste le temps d'un snap, le temps d'un clic, dans le temps de Dieu. Mais on a quand même l'écho de ce temps, même s'il est très court. Nos sens humains peuvent être comparés à notre petite réalité terrestre. Et la plupart des gens expérimentent sur Terre, vivent avec leurs sens la plupart du temps, malheureusement. Ils ont une vie terrestre. C'est leur seule raison pour leur existence au quotidien, sans être capable sans vouloir de vraiment voir, de vraiment entendre, de vraiment sentir, et réellement comprendre comment être quelque chose, d'être un protagoniste de l'univers. La vie, qui est liée au sens, seulement au sens, est une vie sans sens. C'est comme vivre dans un château, un palace. Tout est factice. Donc, ce qui est important pour l'être humain, c'est ce qui est les sens intérieurs. Et l'art, à travers l'art, avec les sens externes, on développe les sens intérieurs, les sens intellectuels, une puissance, une grandeur de la créature humaine. Et comment on peut être justement des acteurs dans l'univers, dans son ensemble. Les sens, le sens intellectuel pour un esprit clair
qui peut recevoir cette éternité. Un esprit qui a l'intuition, qui est ouvert, qui se projette comme un rayon laser, un rayon d'énergie qui va à l'infini et qui brise l'obscurité de l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui nous rend prisonniers, qui nous font de nous des prisonniers sur cette terre. Donc on ne doit pas rêver, parce qu'on rêve la nuit. On doit avoir une vision, de voir ce qui peut être, et pas dans le futur, mais maintenant. Donc l'art réel, le vrai art ou la vraie science existe ou est réalisé ici et maintenant. Seul le vrai art ou la vraie science ont en eux-mêmes cette vision de ce quelque chose qui surpasse le temps et l'espace, qui contient l'intuition de l'architecture de l'univers et comment chacun d'entre nous, et tout ça est une incarnation de cet univers. Pour moi, pour concevoir l'absolu, c'est ce qui nous libère d'aujourd'hui et d'ici. Je pensais au téléphone. C'est très utile. C'est bien. C'est stylé, design, mais c'est pas beau. Et si nous pensons que cet objet est la vraie science, c'est le vrai art, on ne comprend pas. Parce que ça ne contient pas l'éternité ou quelque chose de cet ordre-là, de cette valeur-là. Je voulais dire aussi autre chose. La musique, pour moi, ou les musiciens, c'est comme une machine du temps, à remonter dans le temps. Quand je fais, moi, de la musique, je fais quelque chose qui a été réalisé justement il y a 200 ans, par exemple. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire que l'art, c'est une machine c'est comment on utilise le temps et le son qui arrive dans le moment, ici et maintenant, quand on le produit. Je suis traversé quelque part où il n'y a pas de temps. Et c'est nulle part. C'est partout et nulle part en même temps quand on fait de l'art classique. Donc quand j'écoute de la musique ou un musicien qui n'est pas capable de me faire voyager quelque part d'autre, dans un endroit qui n'est pas ici et maintenant, j'ai le sentiment que cette musique n'est pas une grande musique, ou que cette musique c'est une musique classique mais qui n'est pas faite de la bonne manière, d'une manière belle. Peut-être vous vous rappelez un film qui est un grand film pour moi, qui est la rédemption de Shawshank, pour ceux qui connaissent. Et comment la musique de Mozart a été utilisée pour élever le prisonnier dans ce film, dans le jardin de la prison. Il y a un duo des Noces de Figaro sous l'aria. Et donc les deux voix qui viennent du monde de la beauté, pour moi comme deux oiseaux magnifiques qui jouaient dans les airs et dansant, faisant une chorégraphie permanente, entrant dans le cœur de chacun des prisonniers et ouvrant leur cœur et leur donnant l'espoir et illuminant
leur esprit comme entrer dans un autre monde, dans un autre domaine. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Dans ce monde, il n'y a pas de mots. Vous n'avez pas besoin de comprendre l'italien ou l'allemand ou autre chose. Quand votre esprit est en contact avec l'esprit de l'univers, c'est le même langage. Et j'espère pour moi-même, en tant que personne, en tant que musicienne, des fois, j'ai eu ce sentiment-là, cette chose de contact similaire de mon esprit, de mon imagination, avec l'imagination de l'univers, l'imagination de Dieu. Donc je pense pour moi-même de trouver de plus en plus cette connexion. Et j'espère pour chacun d'entre vous d'avoir ce sentiment que nous sommes en train de parler dans notre esprit le même langage que celui de l'univers, qui est le langage de la beauté, le langage de quelque chose qui est éternel et que vous pouvez recréer à chaque moment où vous faites quelque chose de beau. Je souhaite ça. Merci. Now I want to give the word to John. Maintenant, je passe la parole à John Sigurdsson. Il y a plusieurs années, en tout cas en apparence, j'ai joué pour la première fois, je chantais le cycle de Schumann, les Dichterliebe. J'ai beaucoup travaillé avec un accompagnateur et on l'a joué à New York City. Et une semaine plus tard, Larouche a fait un mémorandum qui m'a bouleversé parce que je pensais sur les Dichterliebe comme un truc très sensible. Et Larouche disait, c'est des pièces les plus marrantes, les plus drôles, les plus ironiques, et toute personne qui ne se roule pas par terre en rigolant, il n'y comprend rien du tout. Et là, j'ai été plongé dans une crise. J'ai dû vraiment repenser ce que je pensais, ce que l'art, c'était quoi vraiment. Depuis ce moment-là, j'ai travaillé dans cette direction et ça amène la question, ce qu'on appelle parfois l'ironie, qui est bien plus, c'est bien mieux défini en tant que métaphore. Si les gens connaissent ce cycle de leaders, je vous le conseille vivement, notamment le Ich grolle nicht, je me plains pas, ou le jeune idiot qui a été repoussé par son amante. Non, je suis pas rancunier, Et c'est très drôle. Mon sens de travailler sur la musique depuis lors, et je pense que c'est la façon dont Mozart ou Beethoven et d'autres compositeurs le regardaient, c'est que pour aborder cette question de la beauté, il faut aller au-delà, les tons, la beauté de la chose en soi, peu importe le matériel ou la matière, il faut trouver ces choses d'apparence paradoxale qui peuvent que se résoudre en faisant un saut quantitatif, de passer à un niveau supérieur. Et c'est exactement dans les Dichterliebe, ce qui arrive, c'est qu'à la fin, au moment de la chute du poème, Schumann prend la poésie parfois un peu amère de Heine, parce que Heine voyait la chute, la décadence déjà de son époque, de l'époque de la Révolution américaine qui commençait à décliner au XIXe siècle. Et il s'est battu avec ces questions, parfois un peu avec un peu d'amertume. Schumann
élève ce niveau à un niveau beaucoup plus intéressant encore. Et je vois la même chose dans Mozart, dans le Requiem, est une œuvre parfaitement révolutionnaire et en cas, et les gens, juste pour réfléchir à l'ouverture, ça ouvre avec le chorus. Ensuite, les sopranes se lèvent et disent ce qu'il dit, ce qui veut dire à toi un chant, une hymne est dédié et tu le mérites, Dieu à Sion. Et je me suis toujours demandé d'où ça venait et pourquoi c'est une mélodie que Mozart a fabriquée comme ça ou quoi. J'ai découvert la question récemment en travaillant sur Bach. Dans le Magnificat, il y a une des sections. Je me demandais ce que faisaient les flûtes et les hautbois quand ils ont ces notes soutenues sur une longue période dans une des sections. Et il s'avère que c'est la même mélodie. Et il s'avère qu'en regardant de près, c'est une très très vieille mélodie qui date d'il y a des siècles, qui était en fait un hymne grégorien dans le tonus peregrinus, le mode qui se balade. Et pour les gens qui écoutent Mozart, même à son époque, les gens auraient pu l'identifier. Aujourd'hui, même inconsciemment ou préconsciemment, les gens, à travers les générations, les gens entendent. Ils ont une petite idée de ça. Si vous regardez cette mélodie, alors à ce moment-là, vous pensez au Requiem. On tombe sur la même chose. Je pense que c'est ça. Ça me ramène à l'idée de Glass-Steagall et la tradition de Franklin Roosevelt. Ce que nous faisons ici, ce que l'on doit faire dans l'art, c'est qu'il faut prendre le meilleur des générations précédentes et de le réactualiser, de l'amener à un niveau plus élevé. C'est pour cela que dans le Ricordare, une de mes phrases préférées dans le Ricordare, c'est ne laissez pas tout ce travail être fait pour rien. Voilà ce qu'il faut faire dans l'art. Liliane, our leader from the Movisol from Italy. Liliana, présidente de notre mouvement en Italie. Okay. Ok. You're all tired and we're Tout le monde almost est done. fatigué et on est presque à la fin de cette conférence. Personal story. Et je vais raconter une histoire personnelle qui est ma rencontre personnelle avec le projet musical et en particulier avec le projet musical de Lyndon LaRouche en 1987. J'étais déjà dans le mouvement depuis 1987, depuis 10 ans, d'aller à un projet spécial en Virginie, aux États-Unis. Je ne sais pas si c'était le Requiem, je crois, mais c'était la première fois qu'on allait jouer une pièce, pour faire une pièce de Mozart dans, justement avec le La 432, c'est-à-dire quasiment un demi-ton inférieur de tous les orchestres dans le reste du monde. Et M. LaRouche était inspiré ce projet. Je ne sais pas. Vous mettez du scotch sur les bassons, vous faites ce que vous pouvez avec les cordes, avec tous les instruments avant, mais vous allez au tuning du La 432.
Et les voix vont respecter ce ton, cette tonalité-là. Et là, la science et la musique est là. Et la tradition scientifique et la tradition artistique sont une chose. Alors, j'étais très curieux, c'était très intéressant comme projet, j'ai même chanté dedans. C'était beaucoup de travail, c'était un succès. Et quand je suis retourné à Milan, j'ai dit, ah, Larouche, souvent, il a raison sur les économies, donc il doit avoir raison là-dessus. Et j'ai décidé de contrôler. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tonalité? Et je pense qu'à ce moment-là, les chanteurs italiens auraient dû découvrir. Donc, je suis allé au conservatoire de Milan, et j'ai trouvé cette lettre de Giuseppe Verdi qui disait exactement la même chose. Exactement ce qu'avait dit M. Larouche. C'était une lettre au gouvernement qui, l'idée était de changer le tuning, la tonalité pour l'orchestre de l'empereur. Et d'après les experts scientifiques, que ce qu'on appelle du lac 432 n'est pas... Non, s'il y a une raison scientifique à baisser la tonalité, parce que la tonalité pour les voix et les instruments, c'est le A432. Parce que la voix humaine, c'est pas n'importe quoi. Plutôt que de crier, si on a un ton trop haut, ce qu'on entend la plupart du temps aujourd'hui, en fait, la plupart des opéras jouent des notes qui sont très hautes par rapport à ce qui a été écrit, ou à Berlin, à Salzbourg, à Florence, jusqu'à l'A448. C'est quasiment un ton au-dessus. C'est-à-dire qu'un sol devient un La. Donc, basé on a lancé une grosse campagne avec l'Institut Schiller pour retourner au diapason de Verdi et qui a été soutenu à ce moment-là par plus de 200 chanteurs d'opéra comme Renata Tebaldi, Pavarotti, Domingo, Mila Fremi, John Sosonza, Carlo Bergonzi, qui avait également soutenu, j'ai lu son discours hier, et Antonella Banaudi, c'est là où on s'est rencontrés, parce qu'elle chante. Elle a gagné le prix de la voix, justement la voix de Verdi par excellence. Concert lancé par Bergonzi, et elle a dit « Ok, je vous soutiens. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allons-y. On a une conférence. On fait une conférence et on montre l'exemple. » Donc on a fait une conférence à Milan, à la Casa Verdi. Si vous avez 2 minutes de patience, on va vous montrer un exemple de ce qui s'est passé. C'est Piero Cappuccilli, qui est un baryton, ce qu'on appelle un baryton Verdi. Et Renata Tebaldi, pour ceux qui connaissent un peu les stars de l'opéra, vous allez la reconnaître. Et ils font un dans le tuning bas, à la Casa Verdi, au La 432, et après avec un grand piano, mais dans une tonalité beaucoup plus haute.
Let's try the other one. And there's Renata Tebaldi and myself. And this is the Casa Verdi which Verdi had built for. C'est là que la Casa Verdi, ça a été construit par Verdi pour les grands musiciens de l'époque. Il dit que la couleur également, c'est pas que c'est simplement plus dur, mais que la couleur exactement, la couleur n'est pas la même. Et dans la première partie, on voit qu'il y a un changement de registre qui est fait, qui n'est pas naturel sur la longue note, alors que dans l'autre version, il doit changer pour faire la haute note, alors que dans l'autre non. C'est ce que voulait Verdi d'ailleurs. Et basé sur cette conférence, on a trouvé la confirmation de ce que M. Larouche avait mis de l'avant, parce qu'il y avait Norbert Breinin, qui était le premier violon du Quatuor Amadeus, qui était également à cette conférence. Il est venu avec moi à Cremona, invité justement par l'école de construction de violon. Il a trouvé que le plus ancien des Stradivarius, des violons de l'ancienne école en Italie, était construit. Et c'est exactement ça, c'était le l'A432. Et il y a une expérience qui a été retrouvée dans les papiers de Verdi, qui est envoyée à des physiciens français. Il y a des vibrations sympathiques quand on arrive sur le l'A432. Il y a des expériences physiques qui ont été faites là-dessus. Donc il y avait un lien. C'était le seul Stradivarius qui n'a pas été modifié en fait. C'est un des anciens violons, voilà. Et donc ça confirme complètement, pas simplement la voix en fait, mais aussi les violons ont été détruits en fait avec cet haussement de ton, de tonalité. Après cette initiative, nous avons continué à mener la bataille. On a fait des propositions en Italie pour baisser et la campagne est toujours en train de continuer aujourd'hui. On a eu ce concert hier au tuning de Verdi, à la tonalité de Verdi. Et comme c'était les 200e anniversaire de sa naissance, que des gens auront le respect justement de faire la volonté de Verdi et ce qu'il voulait avec sa tonalité. Et Verdi était d'accord sur cette question-là, de retourner à la tradition de la Renaissance classique. Il a dit explicitement dans des lettres, il a dit « Retournons au classique, ce sera un progrès ». Et il a dit les élèves, comme Schumann, des recommandations pour les élèves, pas simplement pour la musique, mais pour tous les étudiants, vous retournez à Dante, Shakespeare, Schiller, étudiez les classiques, étudiez dans l'histoire, comme ça vous aurez un futur. Et on a eu une super manifestation hier soir avec Antonella Banaudi, les deux, l'aria de Don Carlos, qui je pense qui est peut-être un des plus puissants opéras politiques qui existent de Verdi, basé sur la nouvelle de Schiller, Frédéric Schiller.
pas simplement sur le livret de Schiller. Je n'ai pas la confirmation, mais je crois que Verdi a lu les lettres de Don Carlos écrites par Schiller, les lettres qui explicitent quels sont les caractères de chacun des personnages. La relation entre la marquise de Posa et le Don Carlos, inspirés tous les deux, la même amour pour la grandeur et la beauté. Et ils avaient une mission commune de libérer les Flandres de la domination de l'Empire espagnol à l'époque, qui était tout à fait similaire à ce qui se passe aujourd'hui. L'Espagne était en crise financière, était en effondrement généralisé, et c'est pourquoi ils exploitaient les colonies comme les Flandres et d'autres pour avoir de l'argent, pour voler l'argent en fait chez les autres et traiter la pollution vraiment très mal. C'était un projet politique concret qui a échoué parce que Don Carlos est obsédé par ce que Schiller appelait dans les lettres, c'est l'amour pour sa fiancée première, Elisabeth, ce qu'a fait Antonella hier, Elisabeth de Valois, qui était française, qui était sa petite amie et qui s'est mariée avec le roi, et il s'en est jamais remis. C'est son père qui l'a épousée, en fait. Et il perd cette bataille à ce moment-là. C'est son sens de mission qu'il avait eu pour la Flandre à cause du manque de courage malheureusement, en s'occupant de ses problèmes personnels. C'est la plupart on fait tous face à ça dans nos vies quotidiennes. On a ce type de combat entre ce qui est notre mission, qu'est-ce qu'on devrait faire la campagne pour le Glass-Steagall, mobiliser les populations, convaincre les gens, faire un nouveau système financier. Et aujourd'hui, je me sens pas bien, je me sens, ma petite amie m'a rejeté, j'ai pas d'amis. Voilà, c'est ça l'art. Il nous éduque sur ces questions-là de manière belle. C'est pas un âne dans une église, c'est pas de l'éducation pour les ânes. C'est par la beauté que vous êtes éduqués. C'est un message que vous pouvez prendre, recevoir, parce que c'est beau. Mais ça vous éduque à comment changer votre vie dans le but pour être capable de faire face à une mission qui est celle de changer le monde. Et je dois le dire encore, tout ce que j'ai appris toutes ces dernières années dans cette organisation au contact de M. Larouche, c'est quelque chose qu'il avait dit dans la première conférence que j'ai eue avec lui sur le projet musical en Virginie. Et il a dit, je m'en fous qui vient à l'opéra pour faire voir faire la bella figura, pour se faire voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui il est un peu caché, qui est au fond de l'opéra, il est là presque par chance, mais à la fin de l'opéra, il va sortir de cet opéra, il sera transformé, il sera une personne différente. Et le concert, hier soir, avait cet effet sur la plupart d'entre vous, et en particulier ceux qui n'avaient pas en fait expérimenté la culture classique auparavant. Et voilà, c'est l'art, ça c'est l'art. Merci à tous.